Bonjour à tous. On va attendre que les dernières personnes s'installent. Devant, venez tous devant. Il reste des places. Donc nous, on est l'équipe de In-Situ. C'est écrit dessus. Je vais vous présenter les personnes qui interviennent aujourd'hui, et puis on va vous passer une petite vidéo assez courte. Et puis après, on va discuter. Donc vous avez Romain Lacoste qui est le directeur, général associé chez In-Situ, qui est en charge de la région donc de la Grande Aquitaine. T'es en charge de la région. Et Julie qui est responsable de la qualité des services. Et moi je suis Julie aussi, puisque en fait toutes les collaboratrices s'appellent Julie chez nous. Et donc moi je suis responsable de communication pour In-Situ, mais je suis aussi sur le terrain chez les clients. Donc au moins on pourra discuter de la réalité du quotidien. Donc je te donne le micro, je vais lancer la vidéo. Vous le savez, le monde du travail est en train de changer. Les besoins et les envies évoluent. Et vous? Savez-vous comment attirer un talent? Comment déceler son potentiel, son savoir-faire autant que son savoir-être? D'ailleurs, aujourd'hui, quel talent vous manque vraiment pour réussir? Depuis plus de 20 ans, dans notre équipe In-Situ, on ne manque pas de talent. Et pour vous aider à trouver le bon, nous avons imaginé une nouvelle manière de travailler ensemble, au sein d'une communauté dynamique et engagée. En voyant le côté positif et efficace des choses, grâce à un contrat de service pérenne. Avec In-Situ, vous vous rendrez compte que vous ne cherchez pas simplement un salarié, vous avez besoin d'expertise. Vous n'avez pas besoin d'avoir de temps plein, vous avez besoin que le travail soit bien fait. Oublions un peu les problématiques de RH, de gestion du personnel, de formation, de motivation, de coûts cachés. Et parlons performance. Et pour cela, on ne manque pas de talent. Vous avez vu un pitch qui est volontairement tourné client, prospect. Bon, il y a quand même beaucoup de choses à éclaircir quand on est de l'autre côté et puis quand on peut être salarié ou collaborateur. Donc c'est un petit peu le sens d'avoir passé ce film-là. En fait, on voulait plutôt avoir un échange sur ce qu'on n'est pas, parce que effectivement, on a une structure qui est un petit peu atypique. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va passer un petit peu le micro dans les rangs, et puis on va essayer de vous faire participer pour que on puisse éclaircir ensemble ce qu'on est capable de faire pour vous ou pour des collaborateurs, et ce qui nous différencie d'autres structures. Comme ça, je pense que si à la fin de ce petit échange, vous avez des idées un peu plus claires sur qui on est, ce qu'on fait, comment on intervient, ben on aura gagné. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ou une question à poser déjà sur ce qu'on est ou ce qu'on n'est pas, Ou à la limite d'après la présentation, ce que vous croyez qu'on est. Comment, quand vous voyez In-Situ, qu'est-ce que vous imaginez que c'est? Bonjour, Corinne Bonin. Vous mettez en relation des consultants externes peut-être avec des entreprises? Alors pas tout à fait. D'accord. En fait, c'est pas du tout ça. En fait, on fait pas de la mise en relation parce qu'en fait, chez nous, il y a plusieurs formats. Merci. Il y a plusieurs formats de recrutement. En fait, il y en a 3. Il y a le salarié, CDI temps plein. Il y a le salarié, CDI temps partiel. Et puis, il y a effectivement le consultant. Donc, c'est une partie de ce qu'on fait, c'est de la mise en relation, mais c'est pas vraiment de la mise en relation, puisque nous, on va prendre des collaborateurs, peu importe le format de recrutement, et on va les placer chez des clients, qui sont nos clients. Donc, c'est pas de la mise en relation, les clients, c'est les clients In-Situ. On va les placer à temps partiel. Et c'est là où c'est important sur le modèle In-Situ, c'est que nous, on intervient dans les entreprises de façon récurrente et régulière, 1, 2, 3 jours par semaine. Donc régulièrement, en fait, toutes les semaines, vous allez aller chez les mêmes clients. C'est là tout l'intérêt du modèle. C'est un peu de l'intérim? C'est pas du tout de l'intérim, parce qu'en fait, nos contrats sont plutôt des contrats de longue durée.
Alors, j'ai entendu deux choses. Je vais répondre aux deux. Effectivement, je vous donnerai un petit peu le cadre des interventions et les métiers qu'on a. Et parmi ces métiers, on a des collaborateurs informatiques. La différence avec une SS2I, c'est que on a des collaborateurs qui sont intégrés in situ, donc chez les clients, de manière récurrente. Et en fait, on va dire une prestation qui n'est pas nominative, mais qui est directement portée par une, deux ou trois personnes, mais toujours les mêmes, avec la même récurrence. Il y a une vraie notion qui fait toute la différence chez nous, c'est qu'on n'est pas là pour faire des missions, on est vraiment là pour occuper des fonctions. Donc nos collaborateurs, par exemple, pour finir de vous répondre, sont RSI ou DSI ou administrateurs réseau et système de certaines entreprises à temps partagé. Ils sont dans les organigrammes, certains sont au CODIR, et ils font partie de la vie de l'entreprise. J'ai des collaborateurs, moi, depuis 6-7 ans, dans la même structure à 2 jours par semaine. Il y a vraiment cette notion de récurrence. Le portage salarial se rapproche quand même beaucoup de notre modèle, à différence qu'une société de portage salarial, et 90% de son boulot, c'est un boulot administratif. C'est fournir une fiche de paye. Il y a peu de sociétés de portage salarial qui vont faire du commerce ou qui vont permettre à leurs collaborateurs de changer d'environnement. Nous, la difficulté, pour vous donner aussi quelques métriques, on a 85% des intervenants in situ qui sont salariés. Peut-être même 90%. On est dans ces tranches-là. Qui dit salarié, contrairement au portage, dit que si j'ai pas de travail, si j'ai pas de fonction pour ces collaborateurs, je les paye quand même. Ça fait une très très grosse différence. Donc si vous voulez, aujourd'hui, notre volonté à nous, et c'est le rôle de Julie aussi, c'est de créer des communautés sur les métiers sur lesquels on intervient, de connecter toutes les matières grises entre elles en interne, d'être au courant un peu de ce qui se passe partout, de faire des formations et d'opérer une prestation de service qui reste pérenne et qui dure dans le temps pour nos collaborateurs, pour nos clients. Voilà. J'ai beaucoup parlé, mais. Bonjour, je suis Nicole Cartier. Je voulais savoir la différence chez vous entre le salarié et le consultant. Alors, bonjour Nicole. D'un point de vue purement administratif ou Alors, dans la façon de travailler, pour moi, il n'y en a aucune. En fait, si vous voulez, ce qui est important, c'est le projet de vie de la personne avec qui on travaille. J'en ai certains qui, pour des raisons personnelles, préfèrent travailler via leur propre société. J'en ai certains qui ont besoin d'être très sécurisés avec un CDI. Ça fait partie pour moi du champ d'application personnel. En fait, je peux pas, je vais au-delà de ça. Je me permets pas de juger. En fait, quand je veux travailler avec quelqu'un, si je pense que c'est la bonne personne, je vais m'adapter à elle. Le fait est qu'aujourd'hui, 90% des collaborateurs sont en CDI. Mais après, j'ai des collaborateurs qui sont consultants sur le titre, c'est-à-dire qui sont freelance, mais qui me suivent depuis des années en fait. Donc, et par contre, un freelance chez nous va être intégré dans les communautés de la même manière qu'un salarié, va participer à nos journées métiers de la même façon, et moi je vais mettre autant d'intensité à lui offrir un quotidien qui lui convient que pour n'importe quel salarié. Ça fait aucune différence pour moi. Et pour nous, pardon. En fait, pour nos clients, ils doivent pas savoir si c'est un salarié ou si c'est un consultant. Le client, il va avoir affaire à un collaborateur in situ. Et donc, notre méthodologie de travail, elle va être la même pour nos salariés et pour nos consultants. Le parcours d'intégration est quasiment identique pour un salarié et pour un consultant. Il va y avoir quelques différences parce que notre lien administratif avec notre collaborateur est différent. Donc, pour un salarié, il va y avoir des sujets autour de la mutuelle, autour de ces éléments-là. Mais surtout, ce qui va être le travail sur le plan opérationnel, nous aurons le même niveau d'exigence pour un consultant que pour un salarié. Donc, en fait, pour nous, ça va être le lien administratif avec la personne qui va changer. Comme vous le disait Romain, le travail sur les communautés métiers est très important aussi chez Institut. Ce qui fait une de nos valeurs ajoutées, c'est que on travaille en collectif, on a des collègues avec qui on échange sur les métiers, avec qui on partage de l'information, de la documentation. Bien souvent, on a des responsables qualité qui, dans les entreprises, sont seuls avec des problématiques, avec des évolutions réglementaires qui sont fortes. Et ben là, ils ont des collègues avec qui ils vont pouvoir échanger. Et ça, ces communautés sont ouvertes aux consultants, aux salariés, de la même façon. Quand on organise une formation, tout le monde est convié. Le consultant, le collaborateur salarié. Donc pour nous, il est important que la qualité de notre prestation soit la même, quel que soit le statut de notre collaborateur. Et les attendus documentaires sont les mêmes. C'est-à-dire que derrière In situ, il y a une méthode de travail.
On attend aussi beaucoup d'éléments de suivi. Et donc, ces éléments de suivi sont demandés de la même façon pour le collaborateur que pour le sous-traitant. Ça, c'est important de le préciser parce que le sous-traitant n'est pas isolé, ce qui est souvent le cas hein, quand on travaille en sous-traitance. Ben, en fait, on fait sa prestation chez le client comme on veut, avec la méthode qu'on veut. Là, il faut quand même, pour le sous-traitant, s'adapter au mode de fonctionnement in situ et aux attendus et aux méthodes de travail d'in situ. C'est important. J'arrive en courant. Le temps est compté. Vous avez dit qu'il fallait qu'on mette devant. Bonjour Emmanuel Valex. Oui, j'avais une question par rapport aux consultants. Quel est l'intérêt pour un consultant de passer par vous alors qu'il peut proposer ses services en direct? Oui, parce qu'au début j'allais demander à Julie de répondre, mais par rapport à l'intérêt interne, c'est-à-dire d'être connecté avec d'autres personnes qui font les mêmes métiers. Après, ce à quoi moi je suis confronté directement, parce que je garde quand même le contrôle de la partie commerciale et du recrutement chez nous, parce que c'est pour moi entre guillemets notre matière première, et la partie commerciale, j'ai des difficultés à la déléguer pour plein de raisons que j'exposerai après si vous voulez. Il y a une des raisons essentielles, c'est qu'il y a beaucoup de consultants qui se retrouvent qui se retrouvent dans des situations où assurer la production, c'est plein de charges, avoir un coup d'avance sur le prochain contrat, gérer la partie administrative, c'est compliqué. Mais si je dois retenir comme point de tout ça, c'est effectivement la partie commerciale. C'est quelque chose, c'est une approche qui reste une approche à part entière, et c'est pas facile pour tout le monde, aussi bon qu'on puisse être au niveau du métier, de pouvoir se projeter sur du commerce tout simplement, et puis d'être serein, parce que on observe quand même des grosses périodes de stress pour certains quand ils sont indépendants sur cette phase de commerce qui est pas facile. Elle est pas facile pour nous alors qu'on fait ça toute la journée. Elle n'est pas facile non plus pour quelqu'un qui a la tête dans le guidon aussi, parce qu'il a des attentes de la part de ses clients. Donc exactement. De rien. Oui. Ouais. Vous m'entendez bien? Ouais, super. Le tissu économique local est extrêmement varié. Est-ce que vous avez une spécialité particulière ou une typologie d'entreprise avec lesquelles soit vous préférez travailler ou avec lesquelles vous avez un peu plus d'historique? C'est une bonne question qu'on nous pose souvent. Il y a un cadrage qui manque à la présentation, qui est essentiel, c'est nos domaines d'intervention. On intervient sur 5 métiers historiquement, donc sur les métiers de l'informatique, où on a tout type de métiers, hormis les métiers de développeurs, qui ne se prêtent pas forcément au temps partagé. On a les métiers des RH, donc DRH, RRH, on n'a pas d'assistant du personnel ou de gestionnaire de paye, par exemple. Les métiers de la finance, donc DAF, RAF et contrôleur de gestion. Les métiers de la qualité système et pas qualité produit. Et les métiers liés au marketing digital et à la communication. Pourquoi ces 5 métiers? Parce que ce sont des métiers, sur des fonctions support qui sont transposables d'un domaine à un autre. Et du coup, j'en viens à la réponse à votre question. Tous les collaborateurs sont des collaborateurs généralistes, donc ils sont capables d'intervenir dans plusieurs domaines d'activité. Et c'est clairement ce qu'ils viennent aussi chercher chez nous. C'est-à-dire, on peut être dans le médical 2 jours et puis dans l'associatif pendant 3 jours. C'est un peu cette richesse et le fait de pas s'ennuyer, d'avoir un quotidien varié qu'on vient chercher à travers ce statut. Donc, on n'a pas de domaine d'intervention de prédilection. C'est très hétérogène d'ailleurs chez nous. C'est la même chose par rapport au nombre de clients. Le plus gros client chez nous pèse même pas 1% du chiffre d'affaires. Donc on est plutôt avec des méthodologies communes qu'on adapte aux métiers pour lesquels on intervient, plutôt que des méthodologies liées à un métier qu'on adapterait à d'autres métiers. Je sais pas si c'est très clair, mais... En revanche, Voilà. on va avoir une cible qui va plutôt être sur le nombre de salariés chez le client. Exactement. On est vraiment sur la PME entre 20 et 200. Les grands groupes, finalement, vont pas avoir besoin de notre solution, hormis quelques exceptions près, Ouais. n'ont pas forcément besoin de notre solution. Ils vont plutôt internaliser la fonction dans leurs équipes internes. Oui, du coup, je me pose la question depuis le début. Est-ce que vous êtes ce qu'on pourrait appeler une ESN, une entreprise de services numériques? Pas du tout.
Non. Ben, c'est un petit peu la question du monsieur. Hein. C'est par rapport à ESN, SS2I. Bon, c'est une terminologie qui est un petit peu différente, mais pas du tout. On a plutôt. C'est compliqué de se décrire. Moi, mon métier, concrètement, je rencontre des dirigeants, je descends leurs organigrammes, je vois où est-ce qu'il y a un trou dans la raquette sur des fonctions support, et on va essayer de mettre la bonne personne, on va dire la bonne compétence plutôt, autant de présence qui est le bon, suivant un plan de charge pour que tout le monde soit un petit peu à l'aise. Notre métier, c'est plus des RH. On n'est pas une boîte technologique. Par exemple, mes informaticiens, j'ai peut-être pas les meilleurs techniciens du monde. Par contre, j'ai des gens qui disent bonjour, au revoir, qui savent rédiger, et puis qui restent, qui connaissent les strates d'une entreprise et qui sont capables de se mettre au niveau de tout le monde. Voilà. D'accord. C'est un vrai métier près de contact, quoi. On reste très opérationnel, c'est-à-dire que j'ai peu de consultants qui vont venir faire un PowerPoint et puis partir en laissant la stratégie. On va, si on parle de stratégie, on va la mettre en place après. Donc on reste quand même on reste tous très opérationnels, tous les collaborateurs. Voilà. D'accord. Bonjour. Vous m'entendez? Oui. Je vous entends très bien. Ma question, est-ce que vous faites de la RSE? Oui. Alors la RSE, je l'ai pas citée, excusez-moi. Elle est reliée directement au pôle qualité, enfin QHSE, même si elle aurait pu être liée au pôle RH aussi. Voilà. Mais le modèle du temps partagé se prête très bien à la RSE parce qu'aujourd'hui, avoir un responsable RSE à temps plein dans une structure, il y a certaines structures qui n'ont pas besoin de l'avoir et il y a certaines structures qui n'ont pas les moyens surtout d'avoir un responsable RSE à temps plein. Donc on a des clients qui viennent chercher un responsable RSE un jour et demi, 2 jours par semaine chez nous. Et c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet chez nous. Ouais. De rien. Vous m'entendez? Oui. Oui. Bonjour Isabelle Pouillotte, j'ai une question à vous poser. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous recherchez chez vos collaborateurs? Qu'est-ce que vous attendez de vous? Enfin, je veux dire, pardon. Ce que j'attends de moi, je me le pose tous les matins en me brossant les dents. Mais c'est une bonne question. Alors, la première chose, pour être très pragmatique, c'est que j'attends des personnes. En fait, moi, je me positionne plus comme quelqu'un qui est là pour accompagner la vie pro des gens, plus que comme un petit patron de PME, ce qu'on est en réalité. Donc, la première question que je me pose, c'est est-ce que la personne que j'ai en face de moi, elle sait ce qu'elle veut plus dans la vie? C'est hyper important parce qu'avant de savoir ce qu'on veut, déjà, c'est quand même plus facile de faire. Généralement, le cheminement, il est plus de se dire qu'est-ce que je veux plus. Est-ce que je vais pas prendre quelqu'un qui vient chez moi parce qu'il veut chercher du travail, tout simplement. C'est-à-dire que le fait de s'imaginer travailler à temps partagé, c'est essentiel d'avoir cette démarche-là. Le fait de plus vouloir être en non salarié dans une structure, le fait de pas forcément vouloir avoir beaucoup de hiérarchie au-dessus de soi, le fait de ne pas être enfermé dans on va dire dans un seul type de secteur. Vous voyez, ce sont des gros marqueurs pour moi. Donc vraiment, c'est la première chose que j'observe. C'est est-ce que la personne, parce que clairement, moi après, ça va être beaucoup plus simple pour moi de m'adapter et de faire en sorte de créer un quotidien qui convient aux collaborateurs, plutôt que quelqu'un qui se laisse bercer par. On n'a pas le temps en fait. J'ai des collaborateurs qui partent de chez eux le matin, qui vont dans les structures qu'on accompagne, qui rentrent chez eux, et ainsi de suite. On a des moyens digitaux pour se voir, on a des réunions annuelles, on a des réunions sur les communautés métiers qui sont animées par Julie. Mais si on est très factuel, le temps qu'on passe ensemble, nous, en tant qu'institut, il est faible par rapport au temps que les collaborateurs passent chez leurs clients. C'est important pour moi d'avoir les signaux faibles de suite, de savoir ce qui se passe et de pouvoir m'adapter. Donc la première qualité, c'est une qualité un peu, enfin, je sais pas si on peut dire que c'est pas forcément une qualité, mais au moins j'essaie de détecter si les gens savent ce qu'ils veulent plus ou voilà. S'ils savent ce qu'ils veulent, c'est encore mieux. Oui, mais il y a le chemin personnel aussi. C'est hyper important. Encore une fois, on peut être autonome, adaptable, mais si on sait pas ce qu'on veut à peu près faire ou si on sait, enfin, c'est pas la première chose que je regarde. Alors, effectivement, après, il y a des gens qui ont du mal à se projeter, et puis dans l'échange, on le décèle, et puis on est capable de leur proposer un quotidien, et puis on se rend compte que ça leur va bien, et puis qu'on peut les accompagner pendant quelques années. Voilà, mais la question que vous m'avez posée, c'est qu'est-ce que je regarde en premier, c'est, enfin, en tout cas, ce que j'essaie de détecter, c'est ça. Après, les compétences, moi, je suis plutôt généraliste et tous mes collaborateurs sont meilleurs que moi, donc j'ai des collaborateurs qui vont intervenir pour poser des questions, pour faire des entretiens avec les candidats,
Et à ce moment-là, ils vont pouvoir me dire, Romain, on se connaît tous à peu près bien, ils vont me dire, Romain, ça vaut le coup, ça vaut pas le coup, attention à ça. Et si c'est qu'une carence technique, on sait la combler, soit par la communauté, soit par des formations, enfin, on sait le faire. Mais la partie humaine et les chemins de vie de tout le monde, ça, c'est encore autre chose. Voilà. Il nous faut des collaborateurs qui vont, comme disait Romain, savoir ce qu'ils veulent. Il faut vouloir venir faire du temps partagé. Quand on reçoit un candidat qui cherche un travail de responsable RH, on lui souhaite beaucoup de succès dans ses recherches, mais nous, on veut des candidats qui veulent travailler dans notre format. Parce que si on n'est pas prêt à adopter le format in situ, on risque de souffrir dans la situation du temps partagé. Le temps partagé, c'est une richesse absolument incroyable en tant que nous in situ, mais aussi pour les clients et surtout pour nos collaborateurs. Vous allez vivre 3 expériences professionnelles simultanées. C'est un accélérateur d'expérience, de découverte, de richesse, de développement des compétences qui est absolument incroyable. Par contre, ça relève quand même certaines difficultés, c'est que on est à la fois tous les jours toutes les semaines chez le client, mais sans être son salarié. On reste un prestataire chez nos clients. Donc, si notre collaborateur, il n'a pas compris que le temps partagé, ça va être aussi être très intégré chez le client, mais être prestataire, et en tant que prestataire, c'est pas comme quand on est un salarié, on doit démontrer notre valeur ajoutée, on doit démontrer notre travail, on doit lui démontrer qu'il a fait le bon choix en nous intégrant. Ça risque d'être difficile parce que notre collaborateur, du coup, il va se remettre en situation de subalterne vis-à-vis de tout parce qu'on est son employeur, vis-à-vis de ses 1, 2, 3 clients, s'il va jusqu'à 3 clients. Et du coup, à chaque fois, il va être dans des situations complexes. Donc, il y a des compétences, des soft skills qu'il faut avoir, donc l'adaptabilité, l'agilité, la curiosité, mais il faut vraiment venir chercher aussi ce mode de travail qui est différent, avec son lot de richesses, son lot de contraintes. Et après, techniquement, on pourra répondre si on est dans des contextes tels atypiques. En revanche, il faut quand même être solide sur ses bases parce que, je ferai sûrement un exemple de la RH, quand on arrive chez un client, il a sa responsable RH experte qui est là. Donc, si elle est tout le temps dans le doute, si on n'est pas capable de la rassurer, du coup, il va se dire, quelle est votre valeur ajoutée? Moi, j'ai embauché une experte. On n'est pas obligé de tout savoir sur tout, mais il faut quand même avoir vécu plusieurs expériences professionnelles préalables pour se lancer. Un jeune diplômé, ça fait quand même beaucoup de gaps à franchir. Et après, la dernière chose qui va être extrêmement importante, ça va être, et il en a parlé, Romain, c'est la capacité à communiquer. À communiquer avec le client, ça semble évident pour tout le monde, mais à communiquer avec nous aussi. Nous remonter les bonnes informations, respecter la méthodologie de travail chez In Situ, dire au client quand ça va bien, quand ça va pas, toutes ces choses-là sont des choses qui sont vraiment primordiales. Donc, un profil In Situ, c'est un profil vraiment qui a plusieurs facettes. Alors, j'imagine que chaque employeur a un peu le même discours, mais vraiment, nous, on va chercher des gens qui vont vouloir travailler sur ce format-là avec son lot de contraintes et d'accompagnement. Julie, tu veux compléter en tant que collaboratrice? En le vivant au quotidien. Alors, c'est vrai que moi, je suis chez le client tous les jours. Un de mes clients, c'est In Situ. Et en fait, c'est vrai que quand on va chercher du temps partagé, on va pas chercher la facilité. C'est-à-dire que professionnellement, il faut pas se dire, en fait, je serai autonome, ça va être facile. Non, parce qu'en fait, la gymnastique qu'on fait pas quand on est chez le client, quand on est chez un employeur lambda où on est tous les jours sur le même sujet, avec tous les jours les mêmes gens, en fait, là, vous l'avez pas. Tous les jours, vous vous remettez en question. Tous les jours, oui, alors qu'est-ce que c'était le sujet? Et donc, cérébralement, c'est sport. C'est vraiment sport. Alors, c'est une phrase qu'a dit Romain une fois et que je la reprends souvent, c'est que quand on rentre chez In Situ, on prend du muscle. Mais c'est vrai, on prend du muscle parce qu'en fait, c'est ça. En une année de temps, vous gagnez 3 expériences d'une année. Mais par contre, c'est génial parce que vous voyez pas toujours les mêmes têtes. Ah ouais, parce qu'en fait, la personne que vous aimez pas trop au boulot, là, vous la voyez qu'un jour par semaine. Donc ça va, ça passe. Le dirigeant qui, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec lui, mais vous avez une position de prestataire. Ça libère la parole. C'est pas votre chef. Vous êtes son prestataire, c'est votre client. Alors là, ça change tout dans la relation. Ça change vraiment tout. Et donc, tout ça fait que, oui, c'est difficile. On va pas vous dire que c'est pas difficile. Ça serait faux. Par contre, qu'est-ce que vous allez vous éclater? Parce que
tous les jours, vous allez apprendre des nouvelles choses sur un nouveau secteur d'activité, parce que tous les jours, vous allez utiliser vos compétences pour une nouvelle entreprise. Et donc, c'est vrai que la communication est importante, la flexibilité est importante, et les bases, effectivement, sont hyper importantes, parce qu'en fait, si à chaque fois vous êtes obligé de réinventer la roue, c'est très compliqué. Alors, il y a un monsieur qui avait une question. Bonjour, vous m'entendez? Je me demandais, en moyenne, combien de temps restait un salarié in situ chez un client? Vous voulez dire un jour semaine ou Non, la durée de la mission. la dernière étude, c'est 3 ans et 4 mois. Moi, ça fait 6 ans que je suis chez le même. Et j'en ai même un qui est venu me rechercher. Bonjour, François Ponce. Comment vous gérez du coup le lien de subordination ou l'absence de lien de subordination entre vos ressources et le client et quand il y a conflit, comment vous gérez? C'est une question compliquée, mais avec un dénouement assez simple. En fait, des fois, il faut pas trop se torturer l'esprit. Il y a un lien de subordination qui peut être un lien lié à un projet, par exemple. Typiquement, on rentre sur un projet, il y a un directeur de projet, de manière factuelle, on est, on va dire, sous sa gouverne. C'est important de respecter le cadre qui nous est donné. Après, il y a le type de structure où on va être en responsabilité, mais on est seul sur un service, RH, IT. Là, quand même, le mode de fonctionnement, c'est comme si cette entreprise vous embauchez à temps partiel. Donc, il y a quand même un lien de subordination qui n'est pas administratif avec le client, mais malgré tout, quand il y a le directeur général ou le président d'une PME qui a besoin de cadrer des choses, bon c'est sa boîte, tout simplement. Donc des fois, on va dire l'enjeu c'est juste de rédiger, de cadrer les choses et de suivre un peu ce qui se passe. Après, nous, on a la possibilité tous les trimestres de pouvoir exprimer au client qu'on n'est pas en phase avec lui ou qu'on a des notes de risque sur certains sujets. Mais en réalité, c'est assez simple cette partie-là. Moi, on n'a pas trop de problématiques. Il y avait le lien de subordination, il y avait une autre question, non? On est sur un modèle différent, c'est-à-dire qu'on est sur un modèle beaucoup plus humain. Déjà, il y a des cadrages au départ. Il y a, on va dire ce qu'on appelle une feuille de route. On a la qualité de service avec Julie. On est en lien avec le client. Puis moi, tout simplement, quand il y a un problème, mon téléphone il sonne. C'était ça votre deuxième question. Qu'est-ce qui se passe quand en réalité, moi, j'essaie d'être le plus transparent possible au quotidien, notamment quand ça se passe pas bien. Mon métier, c'est d'être là pour accompagner, pour développer des compétences, pour aider les gens à se développer, tout simplement. Et surtout, mon métier, c'est d'être là quand ça va pas. Le lien commercial, en fait, c'est moi qui l'ai. Le collaborateur, il est en CDI, à la limite, s'il veut me dire, Romain, moi, ça me regarde pas, maintenant, stop. C'est mon problème. Donc, j'ai envie de dire, c'est aussi comme ça qu'on apprend à se connaître, c'est aussi comme ça qu'on passe des bons moments, malgré tout. C'est quand ça va pas, parce qu'on voit qui est qui. Et là, clairement, c'est à moi de jouer. Julie en amont, et puis moi après, quand sur certains sujets, mais sincèrement, quand les choses sont bien cadrées, il y a quand même beaucoup de gens intelligents. On a tendance à se positionner à anticiper les problématiques, et c'est normal, mais il y a des gens bien partout, sincèrement. Oui, voilà. Et puis la relation, elle est beaucoup plus collaborative, en fait. Souvent, alors à part sur certains métiers, mais on est souvent en contact direct avec le dirigeant. Donc, il fait appel à nous parce qu'il a besoin d'une expertise. Donc, on est loin du salariat dans le sens où, en fait, il va nous donner. C'est pas tellement des ordres, c'est qu'on construit ensemble. Donc, oui, des fois, on va pas être d'accord, mais après tout, c'est lui qui paye. Hein, donc, c'est un peu comme dans le salariat. Hein. Si le directeur nous dit de faire quelque chose, quand bien même on penserait que ce serait pas la bonne chose à faire, à la fin, c'est lui qui décide. Mais pour autant, la relation, elle est très différente quand on a un dirigeant qui va nous donner un ordre quand on est salarié, parce que c'est lui qui a la main sur beaucoup de choses. Alors que quand on est prestataire, en fait, on est plus dans le discours. C'est-à-dire, moi, expert, je vous conseille de faire ça.
Après, vous voulez le suivre ou pas, vous me payez pour ça. Vous payez in situ pour avoir un conseil. Mais c'est beaucoup plus collaboratif, en fait. Ça va être, enfin, j'imagine sur les autres métiers aussi, mais c'est moins de l'ordre de l'ordre. Vraiment, on nous donne pas d'ordre. On travaille ensemble pour construire quelque chose. Donc, c'est quand même différent comme relation. Oui, bonjour Margot Rio. Bonjour. Je voulais savoir si tous vos clients sont à Bordeaux ou s'il y a des missions à distance également. Bonne question aussi. L'essentiel des clients donc est grosso modo historiquement parce que la boîte n'existe pas depuis 20 ans mais depuis 98 donc un peu plus. Il y avait 4 entités juridiques indépendantes. Une qu'on appelle Sud-Ouest entre Bayonne et Auch en passant par Mont-de-Marsan grosso modo. Une structure entre Bordeaux, Poitiers, La Rochelle et Agen. Une structure en Occitanie et une structure entre Lyon, Grenoble et Clermont-Ferrand. Dans les projets personnels des collaborateurs, quand je répondais à la dame pour savoir ce que je cherchais, je identifiais ce que les gens ne veulent plus, il y a plusieurs notions. Et dans la notion, il y a la localisation. Je dis, tout le monde n'a pas le même rapport à la route, tout le monde n'a pas le même rapport à la distance, tout le monde n'a pas le même rapport au télétravail. Donc moi, clairement, je m'adapte. Donc oui, j'ai des clients qui sont en dehors du département, pour plein de raisons, des affaires qu'on m'a renvoyées, des clients qui avaient des connexions, etc. Donc on prend des sujets en télétravail. J'ai aussi des notions de quand on va très loin dans l'analyse et quand on va très loin dans le besoin. Typiquement là sur du e-commerce, j'ai une collaboratrice de La Rochelle qui va intervenir à Bordeaux. Elle vient une fois par mois et le reste du temps elle est en télétravail. Vous voyez, donc c'est toujours pareil. Est-ce qu'on est capable d'adapter le besoin du client avec un profil même s'il est à l'extérieur? Si la réponse est oui, on se met pas de barrière. Faut juste que ça respecte la vie du collaborateur. Mais globalement, dans les projets perso, la localisation, et notamment à Bordeaux, c'est un très gros sujet. Les collaborateurs à Bordeaux, pour moi, c'est un peu divisé en 4. Donc, j'essaie de pas trop déborder de ça, même si des fois, c'est pas facile. Mais il y a une notion de récurrence, comme j'ai dit tout à l'heure, avec les clients chez qui on reste longtemps. Il y a une notion du fait que j'ai envie que les collabs se sentent bien aussi. Faire rouler quelqu'un contre son gré, même si je suis dirigeant et même si je peux lui dire tu vas le faire, c'est dans ton contrat de travail. Et j'ai aucun intérêt qu'il prenne un arbre un soir en rentrant chez lui. J'ai aucun intérêt qu'un matin il se lève pas parce qu'il est fatigué. J'ai aucun intérêt qu'il ait mal au dos. Enfin, il y a de la logique derrière tout ça en fait. Donc après, ça c'est l'idéal et puis il y a la vraie vie, voilà. Et dans la vraie vie, des fois, il faut faire un petit peu des choix et un petit peu des efforts. Mais malgré tout, on s'adapte quand même plutôt très bien à ça. Et puis le fait de pas intervenir tous les jours, ça rend aussi les choses moins difficiles. Quand vous avez un client un peu loin, mais que vous y allez qu'un jour par semaine, mais que tous les autres, ils sont prêts, c'est plus acceptable que si vous deviez y aller tous les jours. Ou alors, on s'arrange, on y va une semaine sur 2, ou on y va. Donc, c'est vraiment ce rapport à la distance, il est aussi à relativiser parce qu'en fait, chez les clients, vous allez aller 1 jour, 2 jours par semaine. Donc, en fait, c'est surtout la pluralité de vos clients et les distances différentes qui vont faire que ça sera acceptable ou que... Puis il est économique aussi, quelque part. Il est aussi économique. Bien sûr. Parce que les collabs ont tous, soit pour les freelances, un forfait de déplacement, ou en tout cas c'est compris dans leur prestation, soit pour les salariés, une voiture, une carte essence, un télépéage. Bon, les factures à la fin du mois, c'est pas les mêmes pour ceux qui roulent beaucoup que pour ceux qui ne roulent pas. Et puis le modèle aussi, c'est que souvent, enfin en tout cas pour mes clients, pour un de mes clients, c'est pourquoi j'interviens chez lui, pourquoi il n'a pas trouvé la ressource, c'est parce que là où il est, il y en a pas. C'est ça, c'est que lui il est un peu à la campagne et que s'il avait eu besoin de quelqu'un en temps partiel là où il est, il n'y avait pas de ressources. Donc c'est pour ça qu'on intervient. Donc pour nous aussi, c'est un vecteur d'affaires d'avoir des gens. Alors c'est pas tous les clients, mais c'est la réalité. Mais oui, non, mais c'est vrai. Il y a des super belles entreprises dans des endroits un peu reculés. Et y aller 2 jours par semaine, c'est acceptable. Et y aller 5 jours par semaine, c'est pas possible. Voilà. C'est surtout ça, la différence. Allez-y, vous privez pas. Alors, intérim, c'est très simple. Intérim, besoin court, temps plein. Nous, besoin structurel, temps partiel. Donc déjà, il y a pas de match. Après, par rapport à un CDD, effectivement, on peut y être confronté.
Mais ça voudrait dire aussi, ça, on peut être confronté quand le dirigeant a pas en tête exactement ce qu'il veut. Faut l'aider. Mais CDD, ça peut être pour du remplacement, ou ça peut être parce qu'il y a un surcroît d'activité. On est encore un tout petit peu à côté de ce qu'on fait. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on occupe des fonctions à temps partiel. C'est différent encore. Vous voyez, la notion de... nos contrats sont des CDI avec les clients, qui sont dénonçables, mais ce sont des CDI. Le client idéal chez nous se projette avec son responsable informatique, son responsable RH, son responsable RSE, sur presque ad vitam aeternam. Donc, en tout cas, on suit les fluctuations des PME. C'est totalement différent. Bonjour. Bonjour. Tout à l'heure, vous avez parlé donc de domaines de compétences et d'expertise dans lesquels vous intervenez, qui sont transposables. Vous avez aussi parlé de profils et de leur histoire de vie, de leur choix, de ce qu'ils veulent. En fait, finalement, est-ce que vous pourriez résumer qui vous cherchez, quel type de gens vous cherchez, quelles compétences? On fait la conclusion alors. En tout cas, moi, j'attends cette conclusion-là. Ouais, non, mais c'est... De toute façon, Séverine nous fait signe que ça serait bien qu'on conclue. Ouais. Non, mais c'est... Ouais, après, vous pourrez venir nous voir au petit salon, on répondra à toutes les autres questions. Alors, pour être très concis, 5 métiers différents. IT, RH, finance, qualité avec la RSE et marketing digital et communication. Ok. Sur des bassins de localisation assez différents, je vous ai cité, mais bon, sur le Grand Sud-Ouest, on est implanté quasiment partout, et avec des profils qui ont plutôt une ou deux vies pro derrière eux, c'est important, pour avoir un cadrage sur ce que nous, en tant qu'institution, on peut leur apporter. J'insiste là-dessus, mais c'est vraiment important pour moi. Quand je recrute quelqu'un, je me dis, est-ce que je peux lui apporter quelque chose? Est-ce qu'il va être heureux avec moi? J'ai pas envie de prendre quelqu'un pour un an. Ça m'intéresse pas, en fait. Donc, c'est compliqué de le savoir à première vue. On se connaît pas. Quand je vois quelqu'un, je le connais pas, il me connaît pas. Puis, en même temps, je peux vous raconter ce que je veux. La réalité, c'est celle du terrain. Mais, quand vous dites qui on cherche, moi, je cherche des gens qui, clairement, pour synthétiser, ne veulent plus être en monosalariat. Déjà, c'est une grande base. Plus de monosalariat. Dans les métiers que je vous ai cités, on est pas mal déjà. Voilà. Donc, si vous voulez postuler, Séverine, hop, vous avez un QR code qui va vous amener sur la page carrière de chez InSitu. Il y a des offres en cours. Il y a un espace pour faire des candidatures spontanées. N'hésitez pas. Elles sont toutes regardées, elles sont toutes triées. Elles sont toutes envoyées au directeur des différentes régions. Si jamais ça marche pas là, vous allez sur le site InSitu, vous regardez travailler avec nous et vous tomberez sur la même page. Et puis après, vous nous retrouvez au petit salon. On sera tous les trois là pour répondre à toutes vos autres questions. Moi, j'essaie de répondre aussi à tout le monde. J'ai pas mal, quand on a des demandes entrantes sur LinkedIn ou autre. Après, des délais de réponse qui sont très variables suivant l'activité parce qu'on reste opérationnel. Mais que ça soit sur l'espace de candidature ou voilà, je peux avoir des trous, mais j'essaie quand même de prendre du temps pour répondre à tout le monde quand on est dans un cadrage de ce qu'on s'est dit. Voilà. Bon, merci en tout cas pour votre écoute. Merci beaucoup.